aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mariem Fadlaoui. Donc, Mariem, elle a fait des études en Tunisie avant de gagner mon laboratoire à l'INRS pour faire un doctorat qui s'est terminé en 2017. Et puis, dans le cadre de son doctorat, elle avait le défi d'exposer des poissons à des métaux et à la température pour examiner, entre autres, le profil des acides gras membranaires. Donc, pourquoi? Mariem va nous expliquer tout ça. Mais elle a fait une grande découverte pendant son doctorat qui est maintenant remaniée à plusieurs sauces dans divers projets, tous les plus surprenants les uns que les autres et qui sont complètement consistants avec l'écotoxicologie et bien sûr les aspects écologiques des réseaux trophiques aquatiques. Donc, j'espère que vous allez trouver un grand intérêt dans ce séminaire-là. Aujourd'hui, donc, Mariem va nous présenter des travaux qu'elle a fait depuis, dans le fond, depuis le début de ses études dans ce domaine. Sa présentation va durer environ 35 minutes. Donc, je vous demanderai de fermer votre micro pendant la présentation. Vous pourrez, je vous demande aussi de cliquer dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, sur le bouton « Converser » ou « Chat » en bas de votre écran pour pouvoir voir les interventions en direct. Donc, vous devriez déjà, premièrement, voir le message de Isbat à tout le monde qui nous souhaite bienvenue. Dans le bas de cet écran-là, vous avez un petit bouton « À tout le monde ». Donc, vous pouvez choisir à qui vous écrivez des messages. Donc, pendant le séminaire, vous pourrez écrire des messages privés à n'importe quel participant, mais aussi poser vos questions. Donc, posez vos questions directement pendant le séminaire pour ne pas les oublier. Et puis, par la suite, Dominique et moi, nous allons poser des questions à la conférencière. Vous pouvez aussi directement écrire à la conférencière. Donc, vous pouvez écrire à Dominique, à moi, à la conférencière ou à tous pour poser vos questions. Gênez-vous pas de poser des questions donc, pendant la conférence, mais si vous voulez, après, vous pourrez aussi cliquer sur, vous pourrez lever la main et poser vos questions directement à la conférencière. Donc, en terminant, je voudrais aussi vous indiquer que le séminaire est présentement enregistré et qu'il sera disponible dans quelques jours sur notre chaîne YouTube Écotoc. Donc, pour la pérennité, vous pourrez revoir cette présentation si vous n'avez ou la refiler à d'autres personnes qui n'auraient pas pu malheureusement être présents aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Mariem et je vous souhaite un excellent webinaire. On se revoit à la fin. Mariem. Vous voyez mon écran? Okay. Très bien, merci. C'est parfait. Super, ça sera pas long. Voilà. OK, c'est parfait. Bon, bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Mariem Fadlaoui, je suis chercheuse en postdoc. Et aujourd'hui, je vais vous parler des lipides dans les écosystèmes aquatiques, les effets de facteurs de stress et leur utilité comme bioindicateur environnemental. Pardon. OK. Donc, les lipides sont impliqués sont très importants pour les organismes aquatiques et puis sont impliqués dans plusieurs fonctions, à savoir la croissance, la reproduction. Ils sont une source d'énergie. Ils interviennent dans le transfert des messagers nerveux, la flottabilité et sont des constituants des membranes cellulaires. Donc, les lipides ils sont soit des lipides composés ou des lipides simples. Les lipides composés sont représentés majoritairement par des phospholipides. Ce sont les constituants majeurs des membranes cellulaires qui s'organisent en une bicouche lipidique dotée d'une certaine fluidité. Donc, que ce soit composé ou simple, la molécule de base des lipides et les acides gras. Donc, les acides gras sont des chaînes carbonées qui se distinguent en fonction de la présence ou de l'absence des doubles liaisons
en acides gras saturés. Ce sont les acides gras qu'on trouve généralement dans le beurre, par exemple, ou avec une ou plusieurs doubles liaisons, et on parle des acides gras polyinsaturés. Ce sont les acides gras qu'on trouve, par exemple, dans l'huile d'olive. Et quand on a une double liaison, on parle des acides gras monoinsaturés, représentés le plus par la famille oméga 3, et les polyinsaturés comme les oméga 3 et les oméga 6. J'ai un problème, pardon. J'ai un blocage. Comme je l'ai dit, les membranes cellulaires sont organisées en une bicouche lipidique. Chez les organismes ectothermes, ce sont les organismes qui sont incapables de régler leur température interne, donc la température de leur corps varie en fonction de celle externe. La composition des membranes cellulaires se trouve très sensible à la variation de la température. Je m'explique. Quand l'organisme se trouve à une température égale à sa température optimale, la membrane se caractérise par une fluidité optimale. C'est la fluidité nécessaire pour le fonctionnement de la cellule. En revanche, quand la température baisse ou augmente par rapport à cette température, un certain désordre se crée au niveau de la membrane. Moi, généralement, dans ce cas, je donne l'exemple d'un petit morceau de beurre. Quand on le chauffe, il a tendance à être mou. En revanche, quand on le met, par exemple, dans un frigidaire, il se rigidifie. C'est la même chose pour la membrane. Donc, dans les deux cas, des ajustements sont nécessaires pour garder toujours la fluidité optimale. Dans le cas d'une baisse de la température, ce sont les acides gras polyinsaturés qui augmentent pour augmenter un tout petit peu la fluidité membranaire. Et quand la température augmente, ce sont les acides gras saturés, ce sont des chaînes linéaires qui augmentent pour diminuer un tout petit peu l'agitation au niveau de la membrane cellulaire. Et c'est ce qu'on appelle l'adaptation homéovisqueuse. Donc, ces acides gras sont synthétisés suite à une réaction de désaturation et d'élongation qui implique deux catégories d'enzymes. Ce sont les désaturases et les élangases. Les élangases, ce sont les enzymes qui viennent ajouter des doubles atomes de carbone pour avoir des chaînes plus longues. Et les désaturases sont les enzymes qui viennent insérer de doubles liaisons pour avoir des acides gras ramifiés polyinsaturés. Donc, juste les phytoplanctons et les végétaux sont supérieurs de synthétiser tous les acides gras, vu qu'ils ont la delta 12 et la delta 15. En revanche, les organismes supérieurs sont incapables de les synthétiser et ils doivent les chercher dans leur nourriture. Quelques-uns sont capables de faire des réactions d'élongation et de désaturation à partir du précurseur 18-2-1-6 et 18-3-3. Donc, depuis des années jusqu'à aujourd'hui, les acides gras sont utilisés dans plusieurs programmes et projets pour évaluer l'état des écosystèmes aquatiques. Le principe est simple et repose sur le fait qu'à la base des chaînes trophiques, des organismes, des producteurs primaires produisent des acides gras spécifiques qui sont transférés tout au long de la chaîne trophique jusqu'au consommateur supérieur. Donc, cette approche permet d'évaluer les interactions entre les différents organismes, mais permet aussi de prédire l'impact des perturbateurs environnementaux, à savoir la température, la contamination anthropique, du fait que le métabolisme des acides gras est très sensible à ces variations, à ces facteurs de stress. Donc, dans mes travaux de recherche, je m'intéresse beaucoup à l'étude des effets de la température et des métaux. La température, pour la simple raison, c'est dans le cadre du réchauffement climatique, une réalité dont les conséquences commencent à être déjà concrètes. On prévoyait déjà des augmentations de la température pour les prochaines années et en plus, les écosystèmes aquatiques sont très vulnérables à ces variations de la température. Pour les métaux, c'est comme au Canada, comme partout dans le monde, les exploitations minières continuent à rejeter des eaux polluées dans les écosystèmes aquatiques, dont plusieurs souffrent encore d'une pollution, comme par exemple le Canada,
C'est un pays compté parmi les premiers producteurs du nickel et plusieurs milieux sont encore touchés, surtout autour de la région de Sudbury. Donc, pour ma présentation d'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné dans le titre, je vais présenter mes résultats de recherche autour de l'utilité des acides gras pour évaluer l'effet de la température et des contaminants métalliques. Les contaminants que j'ai étudiés sont le nickel et le cadmium. Donc, je vais évoquer cette problématique sur les 3 niveaux trophiques d'un écosystème aquatique. Je vais commencer par les producteurs primaires représentés par les biofilms. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un biofilm, le biofilm c'est une structure, c'est un assemblage de microalgues, de champignons, de bactéries, de méophones. Pour simplifier, généralement c'est la couche verte qui tapissait les cailloux dans les rivières et dans les lacs. Pour le deuxième niveau, le niveau des consommateurs primaires, j'ai choisi une espèce de gastéropode douce, une limnée. Et pour le troisième niveau des consommateurs supérieurs, ça sera 2 poissons d'eau douce, la perche chaude et le menet à grosse tête. Pour le niveau trophique, les producteurs primaires, ça sera l'effet de la température et des métaux. Donc, une expérience a été réalisée dans laquelle on a exposé un biofilm qui a été, qu'on l'a cherché dans un milieu naturel au Nunavik et qui a été cultivé quelques semaines avant le début des expositions dans des canaux artificiels avec une eau reconstituée. Par la suite, le biofilm a été exposé à un gradient croissant de nickel allant de 5,5 micromolaires jusqu'à 105 micromolaires à 15 et à 21 degrés pendant 21 jours. Donc, avant de commencer les analyses, je suis allée caractériser mon biofilm. C'est la première utilité des acides gras, c'est qu'on peut identifier la taxonomie des biofilms. Donc, sur la longue liste des acides gras que j'ai identifiés, j'ai remarqué tout d'abord qu'il y avait une abondance des acides gras C18, ce sont les acides gras avec 18 atomes de carbone, entre autres le C18-2,6, le C18-3,3, avec une faible abondance des acides gras avec 20 atomes de carbone. Ce sont des biomarqueurs déjà des algues vertes. J'ai remarqué aussi qu'il y avait une abondance du C16, c'est un acide gras saturé, et du 18-1,9 qui est un acide gras monoinsaturé, marqueur des cyanobactéries. Donc, mes expériences ont été réalisées avec un biofilm algal, d'algues vertes et de cyanobactéries. Donc, par la suite, je suis allée déterminer la composition en acide gras tout au long du gradient du nickel à 15 et à 21 degrés. Et les deux figures ici, dans les deux figures, je présente le pourcentage en acide gras saturé et insaturé avec le ratio des insaturés par saturés à 15 et à 21 degrés. Donc, au début, si on regarde, si on se concentre sur les témoins, on remarque qu'il y avait une baisse des acides gras polyinsaturés contre une augmentation des acides gras saturés. Donc, cette réponse, on s'est dit que c'est une réponse normale suite à une augmentation de la température dans le but de maintenir une fluidité membranaire optimale pour le fonctionnement des différentes cellules. Par la suite, que ce soit pour 15 degrés ou bien pour 21 degrés, on remarque bel et bien que le pourcentage plutôt des acides gras polyinsaturés diminue à 15 et à 21 degrés. Pareil pour le ratio insaturé par saturé. Donc, on perd à peu près 20% des acides gras saturés et puis les acides gras saturés gagnent à peu près 1,5 ou bien 2 fois le pourcentage. Donc, il est clair que le nickel a altéré la qualité du biofilm. On pourra dire que le biofilm à la base de la chaîne trophique est un biofilm de mauvaise qualité nutritive pour les consommateurs supérieurs, vu qu'il est appauvri en acides gras polyinsaturés. Donc, par la suite,
Donc, par la suite, pour comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé pour avoir ces profils en acides gras, je suis allée calculer des indices qui reflètent les activités des désaturases et des élangases. Ici, je souligne le fait que ce sont des indices qui ne reflètent pas l'activité réelle de ces enzymes, mais qui aident un tout petit peu à comprendre ce qui s'est passé. Le principe est simple, ce sont des indices produits précurseurs. Un exemple, si on cherche à déterminer l'activité de la delta 6, on va calculer le ratio produit précurseur. Donc à 15 degrés, il y avait une augmentation de la delta 9, ce qui explique l'augmentation des acides gras polyinsaturés en réponse à une baisse de la température. Tout au long du gradient du nickel, il y avait une baisse de la delta 9, de la delta 12 et de la delta 15, ce qui explique la baisse des acides gras polyinsaturés. Et à la concentration la plus élevée au nickel, il y avait une augmentation de l'élangase, ce qui explique l'augmentation des acides gras saturés. Donc, suite à ces résultats, on suggère que le nickel affecte le métabolisme de synthèse des acides gras. Donc, si je passe au deuxième niveau des consommateurs primaires, dans le but d'étudier le transfert trophique, l'effet de la température et des métaux sur le transfert trophique. Donc, avant de commencer, j'ai réalisé une petite expérience préliminaire pour savoir si l'espèce modèle que j'ai choisie, une limnée, accepte le biofilm comme source de nourriture et si la composition de deux nourritures de composition en acides gras différentes affecte celle de mon espèce modèle. Pardon. Donc, l'expérience a été vraiment très simple. J'ai pris deux groupes de limnées que j'ai nourris avec un biofilm de cyanobactéries et un biofilm de diatomée. Donc, en premier temps, je suis allée analyser la composition en acides gras des deux nourritures. C'est ce que je présente ici sur la figure. Je présente les acides gras saturés et polyinsaturés. Et puis, il est clair que mon biofilm de cyanobactéries est plus pauvre en acides gras polyinsaturés par rapport à celui de diatomée. Par la suite, dans les groupes d'acides gras polyinsaturés, je suis allée chercher quels sont les acides gras les plus abondants. Et puis, comme vous voyez, c'est toujours mon biofilm de diatomée qui est très riche en acides gras en EPA, c'est le C20-513, c'est un acide gras très important pour le fonctionnement de tous les organismes aquatiques. Donc, après, je suis allée analyser le profil en acides gras de mes limnées que j'ai comparé par rapport à un groupe témoin. C'est le groupe de limnées que j'ai reçu directement à partir chez mon fournisseur. Et puis, il est bel et bien clair que le groupe nourri avec le biofilm de diatomée avait une composition en acides gras plus riche en acides gras polyinsaturés. Donc, cette petite expérience souligne qu'il y avait un transfert d'acides gras à partir de la nourriture représentée par le biofilm jusqu'au consommateur primaire. Donc là, comme je suis sûre que mon espèce modèle accepte le biofilm comme source de nourriture, je suis allée réaliser une deuxième exposition dans laquelle les limnées ont été acclimatées à 20 et à 25 degrés et le nickel a été soit dans la nourriture ou dans l'eau, ou les deux ensemble pour avoir l'effet croisé. Mais malheureusement, depuis les premières journées des expositions, les mortalités ont été très élevées, surtout dans les conditions là où il y avait le nickel dans l'eau, surtout à 25 degrés. À 20 degrés, il y avait quelques individus qui ont résisté à la concentration du nickel que j'ai gardé pour faire les analyses en acides gras. Ici, j'ai oublié de noter qu'initialement, on s'est dit qu'on va choisir la concentration la plus élevée, c'est-à-dire 105 micromolaires qu'on a utilisé pour les expositions du biofilm pour continuer l'expérience. Mais il s'est avéré que cette concentration est très élevée pour l'éliminer, et malgré le fait que j'ai baissé la concentration, c'était à 450 microgrammes par litre, mais il y avait quand même des mortalités. Donc, en premier temps, j'aimerais bien noter que les différentes analyses en acides gras que j'ai faites, c'était sur le corps mou à l'intérieur de la coquille.
Donc, je présente en premier temps l'effet de la température et puis sur cette figure, je présente les trois groupes acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés à 20 et à 25 degrés. Donc, si on regarde les acides gras polyinsaturés, on remarque qu'il y avait une augmentation des acides, de ce groupe à 25 degrés contre une baisse des acides gras saturés à la même température. Donc, c'est une réponse à l'opposé de la réponse normale à un stress thermique. Donc, dans le groupe des acides gras polyinsaturés, je suis allée chercher ce qui s'est passé pour avoir un pourcentage en acides gras polyinsaturés plus élevé. Et puis, c'était le C24N6. C'est un acide gras aussi très important pour le fonctionnement des cellules qui a augmenté à 25 degrés. Donc, cette réponse a été aussi observée chez quelques espèces de mollusques et apparemment, cette production élevée des acides gras polyinsaturés est associée à une situation de stress chez les mollusques ou à des activités de coût énergétique élevés. Donc, c'est une réponse normale. Par la suite, vu le nombre de mortalités, je présente l'effet du nickel uniquement à 20 degrés et la figure présente toujours, résume les trois groupes, acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, chez le groupe témoin et le groupe contaminé en nickel dans l'eau. Donc, l'exposition en nickel a entraîné une nette diminution des acides gras saturés contre une augmentation des acides gras polyinsaturés. Dans ce groupe des acides gras polyinsaturés, je suis allée chercher pour voir quels sont les acides gras qui ont été surproduits, on va dire. C'était le C18-2N6, le C18-3N3 et le C20-5N3. Ces acides gras, initialement, sont impliqués dans des réactions anti-inflammatoires. D'autres études sur des mollusques gastéropodes ont trouvé des résultats pareils, comme une expérience qui a été faite sur Gibula umbilicalis, qui a été exposée au cadmium, nickel et mercure. Les mêmes observations ont été soulignées surtout en présence du mercure. Et puis, on suggère que cette réponse, c'est-à-dire l'augmentation des acides gras polyinsaturés, peut être due à une induction des enzymes impliquées dans la synthèse des acides gras, et c'est comme une réaction protective des cellules et des tissus en réponse à une situation de stress. Donc, maintenant, je passe au niveau des consommateurs supérieurs. Pour évaluer l'effet de la température et des métaux sur ce niveau, j'ai choisi deux espèces, la perche chaude et le menet à grosse tête. Ce sont deux espèces qui diffèrent par leur tolérance thermique. C'est en fait pour avoir après une comparaison interspécifique. Donc, les analyses, cette fois-ci, ce que je vais présenter, ce sont les analyses des acides gras membranaires, c'est-à-dire les analyses des phospholipides membranaires. Pour la perche chaude, les analyses ont été effectuées au niveau du muscle et du foie. Pardon. Et pour le menet à grosse tête, les analyses ont été effectuées au niveau du cerveau et du muscle pour pouvoir établir des comparaisons intertissulaires. Dans la première expérience, les perches chaudes ont été acclimatées à 9 et à 28 degrés et exposées soit au cadmium ou au nickel à une concentration de 6 microgrammes par litre pour le cadmium, 450 microgrammes par litre pour le nickel. Ce sont des concentrations réalistes qui ont été déjà enregistrées dans des milieux contaminés. Donc, cette première partie, les analyses ont été effectuées au niveau du muscle. Donc, dans cette figure, je présente, comme toujours, les trois groupes, acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, exprimés en termes de pourcentage, dans les différentes conditions. Donc, au début, on se concentre sur les témoins. Donc, entre 9 et 28 degrés, on remarque qu'il y avait une baisse des acides gras polyinsaturés contre une augmentation des acides gras saturés à 28 degrés.
Cette réponse, c'est une réponse normale qui est conforme à la théorie d'adaptation en milieu visqueuse. En revanche, l'ajout des métaux, que ce soit En revanche, l'ajout des métaux, que ce soit à 9 ou à 28 degrés, a changé cette réponse. Si on regarde par exemple ici à 9 degrés, on voit qu'il y avait une nette diminution des acides gras polyinsaturés contre une augmentation des acides gras polyinsaturés. À 28 degrés, par exemple, c'était l'inverse. Il y avait une augmentation des acides gras polyinsaturés contre une baisse des acides gras saturés. Donc, à ce stade, on s'est posé la question. On s'est dit, si les modifications observées ont été dues à une modification des propriétés de la bicouche lipidique, comme par exemple une peroxydation lipidique ou autre, ou c'était le plus dû à un effet sur les activités des désaturases et des élangases. Donc, pour ceci, je suis allée calculer, comme pour le biofilm, les indices qui reflètent les activités des désaturases et des élangases. Et sur cette figure, je présente les indices qui reflètent les activités de la delta 9, delta 5, delta 6 et l'élangase 2. Donc, si on regarde entre 9 et 28 degrés, on remarque qu'il y avait une baisse de la delta 9 et de l'élangase 2, ce qui est conforme aux modifications observées au niveau des membranes cellulaires caractérisées par une baisse des acides gras polyinsaturés. Par la suite, si on regarde à 9 degrés, il y avait une baisse de l'élangase 2 en présence du cadmium, une baisse de l'élangase 2 en présence du nickel et une augmentation de l'élangase toujours en présence du cadmium à 28 degrés. Ces modifications reflètent les modifications observées au niveau des membranes cellulaires, caractérisées ici par une augmentation des acides gras, par une diminution des acides gras en présence de deux métaux à 9 degrés et une augmentation des acides gras polyinsaturés en présence du cadmium à 28 degrés. Donc, les observations, les modifications observées au niveau des membranes sont le plus dues à une modification des activités des élangases et des désaturases. Pardon. Toujours avec la paire chaude, cette fois-ci qui a été acclimatée à 3 températures, 8, 21 et 28 degrés. Et c'est toujours les acides gras membranaires que j'étudie, mais cette fois-ci au niveau du foie. Donc, en premier temps, je présente l'effet de la température. Donc, comme vous voyez, il n'y avait pas de modification, ni une baisse des acides gras polyinsaturés, ni une augmentation des acides gras saturés suite à une augmentation de la température. Donc, apparemment, la composition en acides gras des membranes hépatiques ne suit pas la réponse normale suite à un stress thermique. Donc, pour exploiter un tout petit peu ce qui s'est passé au niveau des acides gras individuellement, donc j'ai choisi quelques acides gras pour expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé. Donc, ce que j'ai remarqué, qu'à chaque température, il y avait toujours un acide gras qui a été surproduit. Je m'explique. Par exemple, ici, pour les acides gras monoinsaturés, on voit par exemple à 9 degrés, c'était le C18 à 1,9. À 21 degrés, c'était le C18 à 1,7. À 28 degrés, c'était le 21 à 1,9. Apparemment, c'était comme cette production, surproduction, on va dire, des acides gras différemment entre les 3 températures. C'est comme une stratégie de compensation pour maintenir les différentes fonctions associées aux membranes cellulaires. Par la suite, comme il n'y avait pas un effet de température, donc j'ai préféré présenter l'effet du cadmium et du nickel aux 3 températures séparément. Donc, ce que j'ai remarqué, qu'il y avait un effet du cadmium et du nickel uniquement à 9 degrés, la température la plus faible.
qui a été marquée par une baisse des acides gras polyinsaturés. Donc, à cette température, je me suis dit que cette baisse peut être due, comme on le sait, à des faibles températures. Il y a une augmentation de la solubilité d'oxygène, il y a une augmentation aussi de la densité des mitochondries qui ont des doubles membranes très riches en acides gras polyinsaturés. Il y a une surproduction des espèces réactives d'oxygène. En même temps, une étude qui a été effectuée par Grasset sur les mêmes individus issus de la même expérience a montré qu'à 9 degrés en présence du cadmium et du nickel, l'activité de la superoxyde dismutase a été très faible par rapport aux autres températures. Donc moi, je pense que les modifications observées à cette température sont dues le plus à une peroxydation lipidique. Donc, pour établir une comparaison interspécifique, j'ai refait la même expérience, mais avec le mené à grosse tête, qui a été acclimaté à 15, 25 et 30 degrés et exposé aux mêmes concentrations du cadmium et du nickel comme pour la perche chaude. Comme pour l'éliminer, malheureusement, depuis les premières journées d'exposition, le nombre de mortalité a été élevé et puis on s'est ramassé avec 0 individu jusqu'à la fin de la période d'exposition de 3 semaines. Donc, sur les graphes que je vais présenter après pour la composition en acides gras des membranes cellulaires, l'effet du nickel sera présenté juste à 15 degrés. Dans ce cas, on s'est dit que peut-être l'augmentation de la température a affecté la sensibilité, la capacité de résistance des menées à grosse tête au nickel. Donc, les analyses, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont être effectuées sur le muscle et sur le cerveau. Donc, au niveau du muscle, je présente ici toujours les 3 groupes, les acides gras monoinsaturés, polyinsaturés dans les différentes conditions. Donc, si on regarde les groupes témoins à 15 et à 30 degrés, on remarque qu'il y avait une réponse normale à une augmentation de la température caractérisée par une baisse des acides gras polyinsaturés contre une augmentation des acides gras saturés. C'est une réponse conforme à la théorie d'adaptation au milieu visqueuse. En revanche, la présence du cadmium a altéré cette réponse comme pour la perche chaude et on assiste à une augmentation marquée des acides gras polyinsaturés contre une baisse des acides gras saturés. Une autre fois, la présence du métal affecte la capacité du mené des poissons de façon générale à répondre d'une façon normale à un stress thermique. Dans le cerveau, je présente aussi les 3 groupes, les acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés dans les différentes conditions. Donc, si on regarde les groupes témoins entre 15 et 25 degrés, on remarque qu'il y avait une légère une baisse des acides gras saturés contre une augmentation des acides gras saturés. C'est comme une réponse normale à une augmentation de la température. Le deuxième point que j'ai remarqué, que les acides gras monoinsaturés ont été plus abondants dans les cerveaux par rapport aux muscles, vu leur importance pour les fonctions neuronales. Et enfin, il n'y avait aucune différence entre les individus maintenus à 15 degrés et à 30 degrés. Apparemment, 30 degrés représente une température critique. Donc, les espèces ont essayé de maintenir une composition constante pour maintenir les différentes fonctions liées aux membranes neuronales. Pour comprendre encore ce qui s'est passé au niveau les différentes modifications au niveau des membranes cellulaires, je suis allée cette fois-ci déterminer la transcription de
deux gènes qui codent pour les désaturases et les élangases. Je ne vais pas entrer dans les détails, cette figure résume les différentes observations que je viens de mentionner au niveau du muscle et du cerveau, mais ce que je veux bien souligner, c'est que dans la majorité des cas, dans la plupart des cas, les modifications au niveau de la transcription génétique ne reflètent pas les modifications observées au niveau des membranes cellulaires. Donc ici, ce que je suggère, et je pense que ce sera intéressant de s'intéresser davantage à tout ce qui est protéomique ou encore les activités directes des désaturases et des élangases pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé au niveau des membranes cellulaires. Donc, j'arrive à la partie conclusion et perspective. Donc, je résume les points les plus importants que j'ai soulignés dans ma présentation. On a vu ensemble que le nickel altère la qualité nutritive des producteurs primaires en diminuant les acides gras polyinsaturés. Dans ce cas, on a une nourriture à la base de la chaîne trophique de qualité altérée qui va avoir des conséquences sur les niveaux trophiques supérieurs. Que la qualité nutritive de la nourriture reflète énormément celle ou bien affecte celle des consommateurs primaires, une empreinte de la qualité nutritive à la base de la chaîne trophique. Que le modèle que j'ai utilisé, malgré le fait que c'était un peu sensible à des concentrations élevées de nickel, mais c'est un modèle qui se maintient très bien en laboratoire et qui peut servir comme modèle biologique pour étudier les effets des perturbateurs environnementaux et évaluer le transfert trophique. Que la présence des métaux altère la capacité des poissons de répondre à un stress thermique, et que la réponse aux facteurs de stress, dans mon cas c'était la température et des métaux, diffère entre les espèces et les tissus. Donc je pense que j'ai souligné le fait que les acides gras sont de bons traceurs pour suivre le transfert trophique en premier temps et pour évaluer les effets des perturbateurs environnementaux. Ce qui va suivre, en première perspective, je suis en train d'exploiter l'impact de la nourriture altérée pour évaluer le transfert trophique. C'est une expérience qui est déjà en cours avec le bismuth. Et pour les prochaines expériences, on va essayer d'exploiter des niveaux trophiques supérieurs pour établir des relations encore un peu plus complexes entre les différents organismes appartenant à différents niveaux trophiques. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je remercie toute personne qui a contribué à mes travaux de recherche et si vous avez des questions. Merci beaucoup, Mariam. C'est super intéressant. Tu n'arrêtes pas d'ajouter des couches à ce projet fascinant. Je vais fermer mon sel. Voilà. Un instant. Fermer ça. Voilà. C'est bon. Désolé. Alors, Dominique, déjà une question pour toi, je pense. OK. Merci, Mariam. Je vais d'abord poser la question de Laurie. Laurie se demande comment vous avez choisi les organes des poissons et est-ce que vous avez comparé les mêmes organes pour deux espèces de poissons pour comparer l'effet interspécifique chez les poissons? Effectivement, pour les poissons, les tissus, je l'ai montré quelque part dans la présentation. Pour la perche chaude, les analyses ont été effectuées sur le muscle et le foie. Pour le menet à grosse tête, c'était sur le muscle et le cerveau. Donc, j'ai le muscle pour les deux espèces, ce qui permet de faire des comparaisons interspécifiques. Et puis, l'autre partie, c'était quoi de la question? Pourquoi on a choisi ces tissus? Oui, pourquoi vous avez choisi ces tissus? Le muscle, pour être sincère, pour la perche chaude, c'était des restants de l'expérience de mes anciens collègues. Donc, je les ai exploités. C'était comme mes expériences préliminaires pour savoir, comme valider mes hypothèses de
de recherche. Donc, c'est ce que j'avais comme tissu. Mais après, pour le foie, c'est un tissu adipeux. Donc, on s'attendait genre à une peroxydation, à une baisse des acides gras polyinsaturés, des trucs comme ça. Et puis, le cerveau aussi, c'est un deuxième tissu très riche en acides gras polyinsaturés. La pertinence, c'était de point de vue concentration ou bien abondance des acides gras polyinsaturés qui sont vulnérables et à la température et aux contaminants métalliques. Très bien. Puis, relativement à cette même question, est-ce que tu as observé que la perche chaude ou le poisson tête de boule était plus sensible? Lequel des deux était plus sensible, selon toi? Sensible à? Pardon? Sensible à la température, aux contaminants ou bah, Oui. bah, ce qu'on a remarqué, ce que j'ai remarqué, c'était vraiment la même réponse que la réponse à un stress thermique, la réponse normale à un stress thermique a été altérée en présence du cadmium et du nickel. Après, de point de vue sensibilité, c'est le mené à grosse tête qui est plus sensible, vu que quand j'ai augmenté la température à 25 et à 30 degrés, ils n'ont pas pu résister à la même concentration d'exposition qui est 450 microgrammes par litre en nickel. Donc, la température a altéré la résistance du tête de boule au cadmium. Merci beaucoup. Anthony Fontaine a une question aussi, donc je la lis. Est-ce que tu as plus de connaissances sur le mécanisme d'impact des métaux sur les enzymes? Par exemple, altération des récepteurs. Et puis, ça c'est la première question. Est-ce que tu peux répondre à ça? Il parle des saturases et des élangases, c'est ça? Oui. Ben, je pense que oui. Oui. Malheureusement, c'est ce que j'ai essayé de passer comme message à la fin de ma présentation. C'est parce que moi, quand j'ai commencé mon projet, j'ai essayé de trouver des travaux, des gens qui ont travaillé sur les activités de ces enzymes, mais sont très rares les gens qui se sont intéressés à ces activités. C'est parce que apparemment, ce sont des activités très difficiles à suivre l'activité. Donc, généralement, les gens qui étudient l'impact de la température ou des contaminants, ils cherchent toujours à travailler sur la transcription génétique. Les enzymes, c'était pas trop étudié. Oui, je sais que les métaux peuvent altérer les sites actifs et ils peuvent. Il y a plusieurs effets sur l'étape, au niveau de l'étape de traduction et au moment d'avoir une protéine active. Mais ce n'était pas trop étudié. Sa deuxième question par la suite, c'est est-ce que tu crois que d'autres métaux vont avoir des effets similaires à ceux du nickel et du cadmium? Non. Pour l'instant, moi, j'ai travaillé sur des poissons, j'ai travaillé sur des mollusques, et vraiment, aussi le biofilm, je pense que les réponses vont dépendre du métal. C'est parce que chaque métal a son mode d'action. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent, mais je ne pense pas que ça va être vraiment la même réponse pour tous les organismes, pour tous les métaux. Merci beaucoup. Une question de Geneviève Vallière. Est-ce que vous pouvez discuter des effets potentiels causés par l'exposition des métaux sur l'altération de la viscosité des membranes et sur la perméabilité des cellules et possiblement l'absorption d'autres contaminants? Je peux répéter. Es-tu capable de la lire, Mariam, la question aussi? Tu peux, non? Un petit problème là avec... c'est ça. Comment les métaux vont en fait altérer la viscosité des membranes puis influencer l'absorption d'autres contaminants? C'est sûr, c'est parce que comme je l'ai expliqué la deuxième diapositive, qu'il y a une certaine fluidité optimale pour le fonctionnement correct de la cellule. Donc, si mon métal altère d'une façon ou d'une autre cette composition, c'est sûr que ça va altérer et la fluidité, la viscosité et la perméabilité. Dans mes travaux, moi, je n'ai pas mesuré la fluidité
perméabilité ou bien la viscosité, mais il y a pas mal d'études qui l'ont fait. Et puis, ça affecte la variation de la composition due à une exposition à un métal. Oui, ça affecte la perméabilité. Et bien sûr, si ça affecte la perméabilité ou bien la viscosité, ça va altérer tous les mécanismes, toutes les fonctions en relation avec les membranes cellulaires. Je donne peut-être un petit exemple. Au niveau des membranes mitochondriales, il y a le complexe 4, la CCO. C'est comme un complexe qui est entouré par plusieurs acides gras. Donc, principalement, ça doit être le C18-216 et le C22-613, si je ne me trompe pas. Et il y a des études qui ont montré que si on change la composition des phospholipides en acides gras qui entourait ce complexe, ça affecte l'activité de ce complexe. Donc, moi, je dirais que ça doit être la même chose pour toutes les fonctions en relation avec la membrane cellulaire. Merci beaucoup. Laurie Mercier a une autre question. Si nous voulons utiliser les acides gras comme indicateur environnemental, puis qu'on collecte des individus sur le terrain sans avoir de contrôle, quelle analyse pourrait nous aider à comprendre l'additivité de la température et des métaux dans l'effet chez le poisson? Je ne sais pas si j'ai bien expliqué la question. Oui, je comprends, mais je comprends qu'on puisse faire des analyses, mais je pense que ça va être un peu compliqué si je n'ai pas un contrôle par rapport auquel je dois comparer. Donc, je ne sais pas si je m'explique bien ou pas, mais généralement, il faut avoir une référence, un contrôle pour après je puisse dire oui, c'était l'effet de la température ou c'est pas évident en tout cas de faire des analyses sans avoir, par exemple, je comprends, c'est sûr qu'elle a ramassé des échantillons dans des milieux contaminés ou quelque chose comme ça, mais il faut que j'ai mes individus normaux, on va dire, pour que je puisse comparer, pour que je puisse savoir s'il y avait des modifications ou pas. Je pense qu'on ne peut pas conclure, tirer des conclusions comme ça sans avoir des références. C'est tout. OK. Merci beaucoup. Denis Laliberté a une question. Il se demande, il dit, si la température augmente, la demande énergétique et la respiration augmentent aussi, et quel type de lipides est utilisé en priorité? Les acides gras polyinsaturés. Lors de la demande énergétique? Ah oui? Dans le fond, c'est pour, j'imagine la question, c'est plus de savoir quels sont les lipides qui sont consommés lors de la respiration cellulaire, là, essentiellement. Mais il faut dire que, Mariam, parce que là, on parle souvent des réserves énergétiques, c'est les triglycérides. Qui ne sont pas ce qu'elle a analysé. Elle a fait une purification pour isoler les phospholipides membranaires. Donc, les phospholipides généralement. Donc, les triglycérides qui sont les réserves énergétiques sont habituellement éliminés. Je ne pense pas que tu les analyses, hein, Mariam? Est-ce que tu les analyses? Non, je les élimine. OK. Donc, c'est pour étudier plus la fonction des membranes cellulaires et non des réserves énergétiques. Moi, j'avais d'autres questions. D'ailleurs, il y en a plein d'autres, mais beaucoup, beaucoup de questions. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Dominique. D'ailleurs, je vais revenir à toi. J'ai juste une petite question à poser comme ça, puisqu'il y en a plusieurs de mes questions qui ont déjà été adressées. Mais là, tu as regardé, tu as vu que la température affecte les compositions membranaires, ça, on le savait déjà. Mais tes grandes découvertes, c'est que les métaux affectent, puis tous les métaux, tu as essayé nickel, cadmium, cuivre, puis ça affecte la composition des membranes cellulaires de tous les organismes que tu as testés. Est-ce que tu penses que les contaminants organiques vont faire la même chose? Oui, je pense déjà, j'ai fait une expérience. Pour être sincère, j'ai fait une expérience, c'était l'an dernier. On a utilisé du glyphosate. Ah, OK. Oui, c'était déjà fait. Et puis, il y a un article déjà en préparation.
Oui, ça affecte, mais ce n'était pas des effets si prononcés comme pour les métaux. Je pense que mon espèce est résistante, ou c'est parce que de point de vue mortalité, comme je l'ai mentionné au début, j'ai eu pas mal de mortalité en exposant les limnés. C'était toujours la même concentration à laquelle j'ai exposé mes poissons, 150 microgrammes par litre. Et puis j'ai remarqué pas mal de mortalité. Pour le glyphosate, il n'y avait pas de mortalité. Apparemment, mon espèce est résistante aux contaminants organiques. Et puis, les modifications, il y avait des modifications, mais c'était des modifications subtiles. Après, on peut changer d'autres espèces pour voir si c'est toujours le même effet ou pas. Mais moi, je suis toujours convaincue que peu importe le contaminant ou le facteur de stress d'une façon générale, les réponses sont généralement spécifiques. Ça dépend des espèces. Donc c'est ça. Oui, pour répondre à tes questions, oui, il y avait des effets avec des contaminants organiques. OK. On a fait une autre question, juste une petite question rapide. Tu as étudié la limonée à deux températures, 20 degrés, 25 degrés. Puis je me demandais s'il y avait une raison pour ça. Est-ce que les limonées sont tolérantes à la température? Et puis étudier, parce que là, c'était proche, quand même, deux températures proches, puis tu vois une réponse inverse à ce que tu t'attendais, mais est-ce que tu aurais pu étudier à 10 puis à 30 ou c'est quoi leur tolérance ou les limites expérimentales pour la limonée? Comme c'était une espèce introduite pour la première fois dans notre laboratoire, ce sont comme des expériences préliminaires. Et puis, le choix d'une augmentation, c'est, comme j'ai dit, dans un contexte de réchauffement climatique. Donc, on a pensé directement à une augmentation de la température, pas à une baisse, parce qu'on s'est dit qu'on s'attendait à des augmentations de température. Donc, c'était le plus par rapport à cette idée. Mais pour les prochaines expériences, il y aura des faibles températures, la température optimale qui est autour de 20, et puis il y aura 25 degrés aussi. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes, Dominique est inclus, et n'importe qui d'autre aurait des questions? Si vous voulez, vous pouvez aussi les écrire ou encore activer votre micro et parler directement. Je vais en poser une autre. Mariam, à quel point tu peux observer que la baisse ou l'augmentation de certains acides gras va avoir un impact négatif sur l'organisme? À quel point ça demande des études un peu poussées, genre il faut étudier d'autres paramètres. Je ne sais pas, la capacité, la respiration, plein d'autres choses. Moi, pour être sincère, je suis le plus axée sur les modifications au niveau des lipides. Mais on peut étudier d'autres paramètres pour... je veux dire, s'il y a une diminution de moitié, par exemple, est-ce que tu sais si cette diminution de la moitié va avoir un impact significatif sur la santé du poisson? Pour les poissons, moi, pour être sincère, je pense que oui, il y aura un effet, mais je l'ai remarqué sur les limnés. Je trouve qu'il y avait une baisse, ou bien, c'est pas une baisse, mais c'est un retard de croissance par rapport à mon groupe de témoins, à mon groupe témoin. Donc, le fait qu'il y avait comme une altération de la composition en acides gras, donc les espèces, ils doivent, comme stratégie de défense, on va dire, produire un peu plus d'acides gras. Donc, ça demande quand même de l'énergie. Et cette énergie sera prise par rapport à une autre fonction, comme par exemple la croissance. C'est ce que j'ai remarqué pour mes limnés les limnés qui ont été en état de stress, leur taux de croissance a été presque nul par rapport aux témoins. Donc, je pense qu'il y a un coût énergétique déployé
pour garder que ce soit les membranes cellulaires, la composition des membranes cellulaires ou bien les acides gras de façon générale, un certain coût énergie qui va être pris pour une autre fonction. Ça serait peut-être intéressant de voir si la peroxydation des lipides affecte plus une sorte de lipide qu'une autre. Oui, ce sont comme des travaux poussés. C'est parce qu'après, il faut que tu divises tes catégories d'acides gras, on va dire. C'est parce que moi, le profil que j'ai, c'est comme soit les acides gras totaux ou bien dans les acides gras totaux dans les membranes cellulaires, tu vois. Mais il y a des chromatographies sur couches minces. C'est une technique qui permet de séparer les différents groupes de phospholipides. Et à ce moment-là, tu peux voir si, par exemple, la peroxydation affecte un certain type d'acides gras et de phospholipides. Mais dans ton doctorat, tu avais regardé non, des marqueurs de peroxydation lipidique? Oui, mais lui, il parle si j'ai bien compris, bien sûr, il parle genre un certain groupe comme par exemple, je ne sais pas, PE, PC, tu vois, les Ah groupes. oui, les phosphatidylcholine, les talolamines, les différentes classes, familles de phospholipides. C'était comme les phospholipides de façon générale. OK. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Je pense que c'est rendu à la fin de notre webinaire. Merci beaucoup tout le monde. Question, Patrice. Pardon? Il y a une dernière question d'Anthony Fontaine. Ah oui! OK, Anthony. Alors, est-ce que ça pourrait s'étudier au niveau comportemental aussi? Parce que, par exemple, est-ce qu'un poisson va avoir une activité alimentaire plus importante pour compenser le manque d'apport lipidique? Une activité de nage plus importante et de prédation, par exemple, pourrait être à cause d'une plus grande dépense énergétique? Oui, je pense qu'il y avait des études qui se sont intéressées à ces volets. Mais moi, par exemple, dans mes expositions, je donnais toujours la même quantité de nourriture, effectivement, pour que mes poissons ne cherchent pas à compenser le manque, on va dire, en acides gras dans leur nourriture. Donc, je pense que oui. Oui, et puis aussi, je pense que j'ai vu pas mal d'articles qui se sont intéressés à ces aspects, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Ah, il y a vraiment des grandes questions parce que là, tu parles de plusieurs organismes, que ce soit des producteurs primaires, des consommateurs primaires, des consommateurs secondaires. Et quand on arrive avec une contamination environnementale, tous les volets de l'écosystème aquatique sont affectés, des algues aux poissons. Donc là, la réponse systémique d'un lac, par exemple, à la contamination, où tous les profils d'acide gras vont changer pour tous les organismes, ça va avoir des impacts pour eux, pour leur métabolisme et aussi pour toute la chaîne trophique au niveau des transferts et de la valeur nutritive. Donc ça, c'est vraiment des projets qui dépassent largement ce que tu as pu faire à date, mais j'espère que tu vas poursuivre dans cette voie. C'est vraiment fascinant comme domaine et c'est un domaine émergent. Merci beaucoup, Mariam. Merci beaucoup à tout le monde. On a une vingtaine de participants au pic de notre séminaire, webinaire. Alors, on vous convie dans 2 semaines pour un nouveau webinaire. Dominique, est-ce que tu sais c'est qui d'ailleurs dans 2 semaines qui est présente? Je crois que ça va être Cassandra Guérette de Sherbrooke qui travaille sur l'analyse de contaminants émergents. Excellent. Et puis Cassandra est avec nous en ce moment. Donc, Cassandra, on te voit dans 2 semaines. Merci beaucoup à tous et puis bon 2 semaines. Au revoir. Merci.